Dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice 13 et l'exercice 14 du chapitre 2.2. Donc dans l'exercice 13, nous devons simuler un processus linéaire multiple et dans une seconde partie, nous devons réussir à retrouver les paramètres initiaux par estimation. Donc pour ce faire, on doit seulement utiliser quelques packages, donc histoire que qu'on fasse au plus compliqué. Donc on doit utiliser les packages NumPy et SciPy et donc pour les calculs, et pour la création de visuels, nous sommes autorisés à utiliser le package Matplotlib. Donc je vais commencer par vous faire quelques brefs rappels. Donc la multiplication matricielle d'une matrice A par une matrice B, donc c'est à l'aide de l'opérateur arrobase, donc au at, où vous utilisez la fonction dot du package NumPy, excusez-moi. Ensuite, vous avez la classe SciPyStats qui vous permet de travailler avec différentes lois, donc que nous allons utiliser. Ensuite, vous savez que les vecteurs NumPy sont unidimensionnels, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un objet A qui a un NumPy array 1, 2, 3, sa shape, donc c'est 3, virgule, d'accord? Donc, il a uniquement 3 éléments, ok? Euh, Donc voilà, et donc on a besoin de spécifier à Python lorsqu'on va faire du calcul matriciel qu'il y a 3 lignes et une seule colonne. Donc on va utiliser 3 lignes et une seule colonne. Donc on va utiliser la commande np.newAxis pour rajouter un 1 donc à la dimension de l'objet A. Donc pour commencer, donc on va d'abord importer les packages que nous allons utiliser. Donc on va utiliser le package matplotlib, donc pour la représentation graphique, scipystats pour l'utilisation des lois et notamment les valeurs critiques des lois ainsi que les distributions des lois, numpy random et le package numpy pour travailler sur des arrays qu'on va labelliser np. Donc on va créer et initialiser deux variables, donc on a n égale 100. Ensuite, on a bêta, donc qui est un numpy array dans lequel il y a trois valeurs, 2,505 et 3,2. Ensuite, on veut indiquer à Python que k est égal à la longueur du vecteur bêta, donc on va utiliser la fonction len, donc on crée une variable k à laquelle nous assignons la longueur de bêta. Ensuite, nous devons générer trois séries aléatoires de taille n construites à l'aide des informations qui sont données ici. Donc on a une variable x1 qui suit un student avec 20 degrés de liberté et x2 qui suit un student avec df qui vaut 5. Ok. Et on a x3 qui suit une loi normale avec mu, donc la moyenne qui vaut 2,5 et sigma qui vaut 1,75. Donc on va utiliser le package scipy.stats. Donc là on va indiquer à Python qu'on crée un objet x1, donc avec def égale 20 et de taille 100, d'accord? Parce qu'on a mis size égale n. Et donc comment sait-on que c'est une loi de student? Parce qu'on indique à Python de la manière suivante, sci.t, donc t pour student.rvs. On fait la même chose pour x2, sauf que on doit avoir df qui vaut 5. Donc on met un 5 ici. Et enfin, x3, on a dit que x3 c'est une loi normale. Donc on utilise le package encore scipy, qui est labellisé SCI. Donc on a sci.norm.rvs. Donc ça c'est la moyenne. Donc le mu, 2,5 et 1,75 c'est le sigma. Et donc la size est égale à n. D'accord? Donc la taille de la série aléatoire x3. Ok? Donc on a 100 observations si vous préférez. Ensuite, ce que nous devons faire dans la question 4, c'est regrouper nos différentes variables, excusez-moi, dans une matrice XS qui est de dimension n fois k. Donc on a XS qui vaut donc XS, donc on va utiliser, excusez-moi, la fonction VStack de NumPy qui va vous permettre d'empiler des arrêts. Donc en fait, vous allez empiler vos arrêts verticalement,
Mais donc ils vont tous être situés sur la même ligne, mais le problème est que vous voulez une matrice, donc vous allez devoir tout simplement transposer les arrêts qui ont été empilés verticalement pour avoir un arrêt de dimension n fois k. Ok? Ensuite, dans le cadre donc on xs, donc on crée une nouvelle variable xs, donc j'insiste, qui est rien d'autre que la transposée de l'arrêt dans lequel l'ensemble des arrêts est empilé verticalement. Ensuite, dans la question 5, donc je vais lancer ça. Donc je lance déjà ce bout de code. Et donc je le relance parce qu'on aura besoin des plots juste après. Donc jusqu'ici, on commence à créer notre variable. Donc on a créé notre matrice des variables explicatives. Ok. Ensuite, donc on n'a pas mis de constante. Enfin ouais, donc normalement on n'a pas mis de constante dans notre modèle pour le moment. Ok. Ensuite, on va générer, donc on va modifier le bêta. Ok. Donc le bêta, on va utiliser la commande new axis qui va nous permettre de passer les bêtas qui sont en arrêt en ligne en colonne. Donc en gros, on aura, au lieu d'avoir un arrêt vertical, on va récupérer en fait une colonne qui va être en fait un vecteur colonne. D'accord? Donc on pourra utiliser dans notre calcul économétrique. Donc la fonction newAxis, excusez-moi, oui, donc qui est définie ici. Ok? Donc on récupère un vecteur colonne. Ok? Donc ensuite, on va calculer y qui est égal à xs bêta plus epsilon. Donc on a d'abord fait une opération sur le bêta pour pouvoir l'utiliser et on va multiplier par xs et on rajoute epsilon où epsilon suit une loi normale centrée réduite. Donc nous avons xs at bêta, donc c'est pour dire le produit matriciel de x fois bêta plus un terme d'erreur centré réduit. Donc on va dire signNorms.rvs, 0 c'est pour indiquer la moyenne et 1 c'est pour indiquer l'écart type. Ok, donc on a bien une loi normale centrée réduite. Ensuite, donc nous avons la question 6. Donc dans la question 6, nous devons tracer sur un même graphique les courbes des trois régresseurs et sur un second graphique, excusez-moi, nous devons représenter la variable expliquée. Donc on va représenter les trois régresseurs à l'aide du code suivant. Donc on va utiliser donc le package excusez-moi, matplotlib, donc on a labellisé PLT, donc plt.plotxs, donc pour indiquer à Python que l'on veut représenter les variables explicatives, d'accord, et on va lui indiquer qu'il faut qu'il prenne les variables de la première à la deuxième colonne, d'accord? Donc de 0, donc il doit représenter l'ensemble des lignes, ok? Et pour les colonnes, donc il considère la colonne 1 à 3, ok? Donc pourquoi 0, 2.3? Donc souvenez-vous que la numérotation commence à 0 en Python, en 0. Donc si vous mettez 0, vous allez récupérer la première colonne, 1 c'est la deuxième, et 2 c'est la troisième colonne, d'accord? Et il ne prend pas le 3 comme élément, d'accord? Donc on lui demande de représenter graphiquement les trois séries. Ensuite on va représenter graphiquement y et on a plt.plot y. Donc là nous avons la représentation des trois variables explicatives et là nous avons la représentation graphique de la variable expliquée. Donc maintenant ce que nous devons faire c'est tout simplement, donc si vous faites attention, on veut en fait retrouver nos résultats, ok? Donc on a 2,5, donc on sait que bêta chapeau est égal à 2,5, 0,5 et 3,2. Parce qu'en fait, dans notre calcul, on a fait en sorte que y soit strictement égal à x bêta plus la loi normale centrée réduite. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement calculer l'estimateur des MCO. Donc vous savez que B chapeau, donc B c'est x', x, alors x', donc je vais mettre en commentaire, donc x' moins 1,
Ouais, donc x', x, on va mettre comme ça, moins 1, x', y. Donc, dans un premier temps, vous devez faire le produit matriciel de x' avec x. Donc, vous utilisez le package transpose donc vous utilisez le package transpose, ok, de la loi, vous utilisez, excusez-moi, la fonction transpose du package NumPy que vous appliquez à XS, donc vous transposez X. Le hat, c'est-à-dire que vous faites le produit matriciel de ça avec X, ok? Donc vous faites bien X', X, et ensuite vous utilisez la commande linalg.inv pour faire du package NumPy pour inverser X', X. Et donc ensuite, on va calculer le produit de x', x-1 avec x', y, ok. Donc on a x1, donc c'est x', x-1, multiplié par le produit matriciel de tout simplement x', ok, multiplié par y. Et on print params, donc ce qui nous permet de calculer les bêta chapeaux. Et donc normalement, on sait que nos bêta chapeaux doivent être respectivement égaux à 2,50, 0,50 et 3 normalement si je ne me trompe pas. 3,2 excusez-moi. Donc 2,50, 0,50, 3,2. Donc on voit qu'on retrouve quasiment donc les mêmes valeurs que celles qu'on a simulées, d'accord? Donc celles qu'on a supposées au début pour être plus précis. Donc maintenant ce qu'on veut faire c'est calculer le résidu. Donc vous savez que le résidu, c'est la différence entre la valeur observée de l'endogène et la valeur estimée de l'endogène. D'accord? Donc, et vous savez que xs at param, ça va vous permettre d'obtenir y chapeau. Euh, donc en gros, vous savez que bon, on va mettre y chapeau est égal à bêta chapeau fois xs, ok? Enfin plutôt xs fois bêta chapeau. Voilà, super, donc on a Y chapeau, donc ça si vous voulez c'est Y chapeau, donc le résidu c'est Y moins Y chapeau, donc vous avez le résidu, et ensuite vous voulez plotter le résidu, donc vous mettez plt.plot et vous demandez à Python, excusez-moi, de vous afficher le graphe, donc ce qui vous fait ici. Ensuite vous devez calculer la variance des résidus, donc vous savez que la variance des résidus, on la calcule comme euh, E', sur T moins K. D'accord? T moins K moins 1. Mais là, on n'a pas de constante dans notre modèle. Donc, on va faire tout simplement N moins K ou T moins K. Donc, E', donc il me faut E'. Donc, j'utilise la fonction transpose du package NumPy. Donc, c'est E', at E, ok. Et que je divise par T moins K. Ensuite, ce que je dois faire, c'est calculer la matrice de variance-covariance estimée du vecteur params. En gros, je veux les bêta chapeaux associés à la variance des bêta chapeaux. Excusez-moi. Donc vous savez que voilà, il me manque juste ça, ça. Alors, voilà. Donc vous savez que la variance de bêta, c'est sigma epsilon, donc la variance du terme d'erreur, ok, ou la variance des résidus, multipliée par x', x moins 1, ok. Donc c'est ce qu'on calcule ici. Et donc ensuite nous demandons à Python de nous afficher la variance de bêta. Donc sur la diagonale, ce que vous avez, c'est la variance associée à chacun de vos paramètres, ok. Donc ça c'est une matrice de variance-covariance usuelle. Donc vous savez que sur la diagonale, vous avez les variances associées aux différents bêta. Donc maintenant on va construire un intervalle de confiance. Donc définissez une fonction intervalle confiance bêta qui prend comme argument params et var bêta.
Donc cette fonction doit vous retourner une liste de tuples, d'accord? Donc on va faire def intervalle confiance. Donc on définit notre fonction qui s'appelle intervalle confiance bêta, qui dépend de deux paramètres, donc params et var bêta, et qui doit nous retourner bêta-scit.ppf. ppf c'est pour indiquer qu'on veut tout simplement le T de student, d'accord? Donc la valeur critique de student, donc à un niveau 0,975, ok? Donc c'est le quantile en fait, et on indique après le nombre de degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté c'est n-k. Et vous multipliez ça par la racine carrée de la variance de chacun des paramètres. Ok? Donc, ensuite, ce que vous faites, c'est que, donc ça c'est la borne basse de l'intervalle de confiance. Donc normalement l'intervalle de confiance c'est bêta chapeau moins t alpha sur 2, donc t moins k moins 1, multiplié par sigma chapeau bêta chapeau. Donc c'est ce qu'on a ici. On a bêta chapeau moins t, donc ça c'est t, donc c'est la valeur critique, et ça c'est le sigma chapeau bêta chapeau. Et la borne supérieure, c'est bêta chapeau plus la valeur critique, donc on a bien le plus, multiplié par sigma chapeau bêta chapeau. Et donc là ensuite on a une boucle pour indiquer à Python qu'il faut qu'il fasse cela pour chacune des valeurs de var bêta, donc qui se situe sur la diagonale, ok? Donc en fait la racine carrée ne s'appliquera qu'aux éléments situés au niveau de la même ligne, même colonne, ok? Ce que nous indiquons en fait, var bêta en fait c'est un... Donc normalement var bêta est un arrêt, ok? Donc on indique qu'on veut le premier... On veut que les éléments soient situés sur la diagonale. Et ensuite on applique notre fonction. Et donc en appliquant notre fonction, on a un intervalle de confiance pour bêta chapeau 1, bêta chapeau 2 et bêta chapeau 3. Et ensuite ce qu'on doit faire c'est vérifier donc nos résultats en exécutant le code suivant. Donc en fait, on va utiliser le package stats model, donc qu'on va voir dans la vidéo, enfin que vous allez voir plutôt dans une prochaine vidéo. Donc qui nous permet en fait tout simplement de faire une régression par OLS, d'accord? Donc on a la variable mode, donc stats model, donc on utilise la classe OLS, on indique que Y c'est l'endogène, XS c'est le vecteur des exogènes, on utilise l'attribut .fit qu'on applique à modèle, qui nous permet ensuite de stocker les résultats dans res, et on demande à Python de nous afficher les résultats, ok? Et on retrouve donc les résultats. Donc je vais assez vite sur l'explication du tableau, car dans la vidéo suivante, vous allez voir toutes les statistiques explicatives du tableau. Mais pour faire simple, on a x1 et on trouve sa valeur. Donc nous, on avait trouvé que c'était 2,46, donc c'est confirmé. Ensuite, x2, sa valeur c'est 0,53, ce qui est confirmé. D'accord. X3, sa valeur c'est 3,09, donc ce qui est confirmé. Donc en fait, nos résultats sont bons. Donc maintenant, on va passer au dernier exercice de cette vidéo, d'accord? Donc en fait, on doit calculer une intégrale, ok? Donc on va utiliser la méthode des rectangles et ensuite la méthode des trapèzes. Donc on veut calculer une intégrale qu'on note i, qui va de... Donc on intègre de 6 à 20 l'exponentielle de x moins x au cube sur l'exponentielle de x moins 3x au carré, d'accord? Et on intègre par rapport à x. Donc la méthode des rectangles nous dit que cette intégrale-là, l'intégrale entre a et b de f de x dx est à peu près égale à b moins a 1 sur n, la somme de i f x i. D'accord? Où b, donc c'est la borne supérieure de votre intégrale, a la borne inférieure, donc n c'est à vous de le fixer, d'accord? Et vous sommez sur toutes les valeurs de i. Parce qu'en fait, i va de 1 jusqu'à n. Donc c'est ça l'idée. Donc on va faire une fonction. Donc on va définir une fonction fi. Donc pour dire l'intégrale de la fonction associée à... Enfin pour calculer la fonction intégrale qui dépend de x. Ok, et donc on indique à Python que ça doit nous return cela. Ok.
Donc c'est ben rien d'autre que exponentielle, donc on utilise NP, exponentielle moins x au cube, donc c'est du cube parce que j'ai deux fois multiplié, divisé par l'exponentielle, moins 3 fois donc x au carré, ok? Ensuite on va fixer un n égal à 1000, on indique la borne inférieure de l'intégrale et la borne supérieure, ok? 6, donc A vaut 6, B vaut 20. Ensuite m c'est tout simplement, donc m est tout simplement un arrêt vide qui va nous permettre de stocker cette somme-là, d'accord? Donc je vais vous montrer pourquoi, et on a x qui vaut a. Ensuite, on indique à Python qu'on fait une boucle, donc on définit une variable locale i qui va donc prendre ses valeurs de 1 jusqu'à 10 000 par pas de 1, ok? Et donc ce qu'on va calculer, c'est ce premier élément-là, ok? Donc en fait, pour chaque valeur de i, on va calculer f de xi, ok? Donc on va faire tout simplement x plus b moins a divisé par n. Ensuite, on va, une fois qu'on a calculé ce x, en fait, on va le calculer, on va évaluer, excusez-moi, f donc dans cette valeur-là. Donc c'est pour ça, on va append et on va la rajouter à notre array qui est vide. Donc on va m.append f xi, ok? Et donc on aura dans notre in fine, on aura dans notre array m, on aura 10 000 valeurs. Donc chacune des valeurs donc qui seront les f de xi qu'on a ici, grand F de xi. Et donc ce qu'il nous faut pour faire notre calcul, c'est sommer ces f de xi. Donc on va tout simplement sommer m, parce que si on somme m, le array m, en fait on va indiquer à Python qu'on somme tous les éléments du array entre eux. Donc il va nous donner un scalaire. Donc on a resp, donc qui va en fait notre résultat. Donc on applique cette formule maintenant. On a b moins a divisé par n fois la somme de i df de xi. Donc c'est la somme de m, puisque le m renferme tous les f de xi comme je vous l'ai expliqué tout de suite. D'accord? Donc maintenant, on va demander à Python de nous afficher le résultat. Donc il va nous print la méthode. Donc c'est la méthode des rectangles plutôt, d'accord? Suggère que la valeur de l'intégrale est égale à, et donc on va afficher le résultat à 4 chiffres après la virgule, donc 13,3883. Donc en fait maintenant on doit vérifier notre calcul à l'aide d'une seconde méthode, donc c'est ce qu'on appelle la méthode des trapèzes. Donc on va utiliser la librairie SciPy. Donc on importe traps donc de la librairie SciPy, Donc ce que nous devons faire, alors, donc on va définir ar, ok, donc en utilisant la fonction arrange du package numpy, donc on indique la borne inférieure et la borne supérieure de notre intégrale. Ensuite, on doit tout simplement indiquer à Python donc la fonction que nous intégrons, donc on lui dit que c'est fi, on lui donne ensuite les informations, donc tout simplement nous lui donnons les informations sur la borne inférieure, la borne supérieure et un élément dont on a besoin pour appliquer la méthode des trapèzes. Et ensuite on a i, donc on utilise la fonction traps. Donc on applique à un jeu de données. Donc le jeu de données auquel nous l'appliquons c'est res, d'accord? Ar, donc c'est les éléments du plan qui vont permettre à Python de faire le calcul. Et donc ensuite on va lui demander de print i. Et on voit que les résultats sont sensiblement égaux. Donc là on avait 13,883 et enfin 13,3883 pardon, et là nous avons 3870, excusez-moi. Donc en gros les résultats sont quasiment identiques. Donc je vous remercie pour votre attention, c'est ce qui clôt la vidéo.